On va commencer avec l'annonce de ce nouveau livre des éditions Lucarne Opposée. Et pour vous l'annoncer, je vous envoie une petite vidéo pour que vous sachiez de quoi il est question, tout simplement. Et voilà, et vous le voyez, vous en voyez un apparaître, un des deux auteurs qui est à côté de moi, l'autre vous allez juste l'entendre et on va pouvoir maintenant les saluer. Vous avez vu, on va parler, on va vous envoyer ce livre, on va vous ramener dans le temps, un 16 juillet en 1950 puisqu'il va être question. Alors là, vous choisissez, c'est pour ça on s'est bien amusé avec le titre. On s'est bien amusé, franchement. On s'est posé pas mal de questions sur le titre, on pourra en reparler si vous voulez, mais voilà. On va vous emmener soit au Maracanazo, soit au Maracanazo. Vous choisissez, vous êtes grand, vous choisissez aussi vos préférences. Vous voyez qu'il y en a un à côté de moi qui a choisi son maillot qui n'était pas porté ce jour-là, mais ça, peut-être le saviez-vous déjà. Je vais accueillir donc les deux auteurs qui vont m'accompagner et on va parler de ce livre-là. Et on va passer aussi le reste de l'émission avec eux. On va commencer par... Est-ce qu'on commence par celui qui a gagné ou celui qui a perdu? Allez, on va commencer par celui qu'on voit, celui qui a perdu. Tiens, allez, on va accueillir Marcelin. Salut Marcelin Chamoin. Salut Marcelin. Merci. Salut Nico, salut à tous. Et on va, voilà, le triomphant uruguayen, l'uruguayen volant de Lucarne Opposée qui est l'autre auteur de ce livre parce que c'est un livre écrit à quatre mains. Monsieur Jérôme Le Signe. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Uruguayen volant, ça te va ou... Alors, ça me va, juste un petit point technique, on n'est pas sur YouTube. On en parlait juste avant, comme quoi il fallait que tu cliques quelque part. As-tu bien cliqué? Oui. Bon, et ben c'est moi qui bug encore. Mets à jour, mets à jour. Tu actualises. Tu couperas au montage. Actualise. C'est sur ma J'avais télé. pas non plus, moi. Je sais pas si ça fonctionne bien. Bah, je le vois tourner, moi. Ok, bon. Bon, il y a peut-être eu un bug. Bon, on verra. Ça veut dire, tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudra que je réupload la vidéo. C'est trop bien. Je kiffe. Bref, dites-moi si vous nous voyez sur YouTube. Ça tourne pas. J'ai uploadé et je vous vois. Ok, bon. Je sais pas si ça fonctionnait jusque-là, peut-être parce que moi j'avais activé. Bon, bref, voilà. Bref, passons, franchement, qu'on n'ait pas un problème technique, c'était trop fort. Hein. C'était trop beau. Tu couperas au montage. Ouais, je couperai au montage, t'as raison, je vais devoir tout remettre sur YouTube, super. D'ailleurs, si je pourrais. C'est pas grave. Bon, écoutez les gars, on va parler de ce livre, puisque je le disais, on va remonter avec vous le 16 juillet 1950, la Coupe du Monde du retour, hein, celle de l'après-guerre, celle que l'on attendait après cette longue interruption de 12 ans, qui retourne en Amérique du Sud. C'est pas un détail anodin parce que, et ça Jérôme tu le sais bien, hein, on va pas dire pourquoi, mais il y a eu un long périple dans les années 30 où il y a eu une vraie scission hein, entre l'Amérique du Sud, ou même on peut dire même entre le monde et l'Europe, mais en particulier l'Amérique du Sud et l'Europe. C'est celle du retour en Amérique du Sud. Elle est donc particulière par rapport à tout cela. Elle va être aussi particulière par rapport à ce qu'il se passera ce 16 juillet. C'est l'objet du livre. Je vais commencer, messieurs, par une question toute simple. Vraiment la question la plus standard que l'on puisse imaginer pour lancer. Pourquoi avoir écrit sur le 16 juillet 1950 Qui veut commencer? Marcelin? Allez, je te vois sourire. Parce que je vois pas Jérôme. Je sais pas trop quoi dire. Pourquoi je pense que c'est l'un des matchs les plus mythiques du foot quand on parle de l'histoire
du foot en général ou de la Coupe du Monde, c'est l'un des matchs qui revient le plus souvent. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais en même temps, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes histoires de Ligia, Barbosa. C'est un peu tout le temps les mêmes personnages où on revient sur l'après pour le Brésil, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont pas forcément abordées quand on parle du Maracanazo. Donc le but, c'était aussi de parler de choses justement dont on parle un peu moins quand on parle de ce match. Et Jérôme, toi, dans ta tête, l'idée, c'est quelle est l'idée cachée derrière? Il y a pas vraiment d'idée cachée. C'est un match légendaire, en effet, alors surtout en Uruguay au Brésil évidemment, hein, qui est un match de légende sur lequel il y a, le football est un sport quand même qui connaît pas très bien son histoire, je trouve, dans un cadre général, que ce soit en France, ou partout ailleurs. Et on a tendance à ne se retenir plus que les légendes ou les voilà, les romans, c'est-à-dire les histoires qu'on en fait, et c'est parfois un petit peu éloigné de la vérité, surtout dans le cas du Maracanazo, donc c'est un petit peu ce pourquoi j'ai voulu, participer. Ouais, c'est aussi l'un des ce qui est écrit, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de légendes qui entourent ce match. Il y a aussi ça, c'est un peu, le souci, enfin, c'est comme tu le dis à l'instant, hein, le football connaît mal son histoire, mais le football réécrit beaucoup son histoire aussi. On va prendre, tu vois, hein, Oui. il y a beaucoup de réécriture. Justement, par rapport à cela, comment vous avez, géré pour essayer au minimum d'éviter les réécritures, parce qu'il y a eu, enfin, c'est tout au long du livre, hein, même, même si vous les évoquez. D'ailleurs, il y a certains passages où vous évoquez le fait que, bon, c'est difficile de vérifier, les propos. Comment on arrive à faire le tri justement en ce qui est de l'ordre des légendes urbaines, de ce qui pourrait être, une véritable histoire? Alors moi de mon côté, si c'était à moi que tu posais la question, je sais À pas, vous mais, 2. va falloir que tu sois plus précis quand C'est tu vrai, dis, va falloir que je donne des noms. sinon il y aura des blancs, à chaque fois pendant 2 minutes. Et On non, va mais alterner, on fera d'abord toi, après, Marcelin et inversement. Tu vois, la prochaine question, c'est Marcelin qui démarre. ouais, mais je Ou moi de pas. mon côté, je trouve que quand on écoute les récits de tous les joueurs, il y a quand même beaucoup de témoignages, on peut retrouver beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, beaucoup de biographies, beaucoup de livres. C'est-à-dire que quand on analyse le tout, moi de mon côté du moins, on arrive à se faire quand même une idée, de ce qui s'est passé, de pouvoir mettre de côté évidemment toute la «crème» entre guillemets, les légendes qu'on a pu en retenir, mais et de retrouver un petit peu l'essence de ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, en écoutant quand même beaucoup de témoignages parce que c'est le plus important malgré tout. On a la chance de pouvoir c'est des matchs où on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de témoignages vidéo, beaucoup de témoignages écrits sur ce qui s'est passé, la presse de l'époque. Donc il y a quand même beaucoup de sources qui nous permettent, j'allais dire en tant qu'historien, c'est extrêmement prétentieux, mais en tant que voilà, en tant que personne qui s'intéresse à ce type de sujet, de pouvoir, reconstruire ce qui s'est passé ce jour-là dans les faits ou au plus près possible des faits. Ce qui est toujours, voilà, il y a jamais de perfection, mais au plus près possible des faits. Et ça aussi, Marcelin, c'est aussi une spécificité. Alors, pour vous expliquer un petit peu par rapport à la bande annonce que j'ai passée, la vidéo que vous voyez, elle est au musée du football, hein, on l'a prise au musée du foot, dans ce qui s'appelle, ils appellent ça le rite de passage, hein, dans le musée. C'est un couloir, hem bien isolé, et on est obligé d'y passer, hein. C'est vraiment, il y a pas le choix. Tu peux pas faire, contourner ce passage-là. Tu es obligé de passer dans ce couloir-là avec ces images qui sont projetées, ce bruit des chœurs brésiliens, voilà, sur les images de la finale. C'est aussi possible, ce que vient de dire Jérôme, aussi parce qu'il y a quand même une très, très grosse documentation du côté du Brésil. Le Brésil, on l'a déjà évoqué, hein, dans certains podcasts, n'a pas, même si certains romancent un petit peu, mais le Brésil regarde son histoire droit dans les yeux, hein, de manière générale, et écrit beaucoup sur le sujet, hein. Oui, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Je pense que c'est quand même le match où il y a eu le plus de livres écrits dessus. L'autre, c'est peut-être 82, donc c'est encore une défaite. Mais du coup, il y a beaucoup de témoignages, même les joueurs ont été interrogés. Et même sur ça, parfois, on voit des joueurs qui se contredisent un petit peu, qui présentent l'histoire d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'il il y a beaucoup de contenu. Et donc, en recoupant un petit peu toutes ces sources, c'est possible d'être le plus proche possible de ce qui s'est passé. Ouais, Ouais, alors, justement, il et y a beaucoup. Oui, vas-y, Jérôme. on a un point commun avec Marcelin, c'est que pour s'être intéressé à beaucoup de matchs qui se sont passés dans les années 1904, 1905, 1906, moi je trouve la finale de 1950 formidable pour la quantité de témoignages dont on en a et ça permet de mettre en perspective.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Alors justement, on va aborder le livre tout à l'heure, mais on est encore un petit peu sur le processus de conception. Euh, Ça vous a pris combien de temps, les gars? Alors moi, je vous avoue, j'ai oublié, hein. On en est à combien de mois dans cette histoire? Voire années? Ouais, plus année, je Années, pense. hein? Je sais plus quand est né le projet, mais ouais, il y a peut-être 1 an et demi, parce qu'on avait sorti une vidéo sur le Maracanazo. Ouais, on avait fait le Deux ans, podcast. Et 2 ans et demi, il y a 2 ans demi. et demi, ok. Ouais, Donc on et je avait peux me l'idée permettre. de faire une série spéciale dessus. Et puis après, on s'est dit, bon, en fait, il y a tellement de choses à dire que un livre, ça semble plus adapté. Mais ouais, donc ouais, voilà, 2 ans et demi à peu près, au moins l'idée Et est née. je m'en excuse parce que Marcelin m'a beaucoup attendu pendant ces 2 ans et demi. Après, Non, mais c'est vrai que ça prend il y a eu une beaucoup de autre raison temps. aussi, hein, Jérôme. Donc voilà. Ouais, il y a quelques petits éléments de la vie Hein? qui font que, Il y a- mais peu importe, peu importe. Marcelin m'a beaucoup attendu et je le remercie pour sa patience. J'ai avancé sur d'autres choses, hein, t'inquiète pas, j'étais pas perdu. Il a déjà fini le tome 1 de l'Encyclopédia Universalis. Donc voilà, mais bon, voilà, vous voyez, hein, c'est un long cheminement, forcément, forcément. En plus, avec cette difficulté, hein, parce que bon, vous voyez, hein, ça se passe comme disent les photos, le groupe Vivien, mais c'est vrai qu'il faut il faut l'écrire à quatre mains. C'est compliqué, hein, cet exercice d'aller-retour, d'écrire à quatre et de se partager l'écriture d'un livre. Hein. Vous l'avez vécu comment, vous, cette écriture à quatre? Bah tiens, je vais commencer par celui qui a fait attendre tout le monde là, Jérôme. Bah, moi très bien, à partir du moment où tout le monde attendait. Non, mais évidemment, et puis on l'a écrit en fait, on l'a écrit à 6 mains, pour être très précis, puisque tu as beaucoup aidé, à justement à faire, ce travail de jointure qu'on n'aurait peut-être pas forcément, ou ça aurait peut-être pu créer potentiellement plus de difficultés, si on n'avait pas eu quelqu'un entre nous, pour aider et voilà, pour mettre en harmonie un petit peu tout ça, et le résultat est d'ailleurs pas exactement ce qu'on souhaitait au départ, donc on a beaucoup avancé ensemble, et ça c'était plutôt positif, c'était génial. Ouais, Marcelin, pareil, ça a été? Toi qui as l'habitude de tartiner tout seul. Ouais, je pensais pas d'ailleurs une fois faire un livre à quatre, parce que justement, ouais, c'est compliqué de se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre. Mais au final, j'étais très content de faire avec Jérôme, c'est très bien passé. C'est vrai que c'est encore plus enrichissant quand t'as une personne en plus, parce que sur les deux autres, on n'était que tous les deux avec Nico. Là, tu as du coup six mains, six yeux. Donc, c'est vrai que le livre, en fait, il s'enrichit à chaque échange. Il y a quelqu'un qui voit les choses d'une façon, et après l'autre qui peut apporter quelque chose. Donc, c'est vraiment très appréciable, tous ces retours, même si c'est parfois un peu long. Ah ouais, ouais, ça fait perdre. C'est vrai que ça fait perdre du temps. Hein, c'est chronophage dans ce sens-là. Deux, trois réponses. Ça se prononce comment? On nous demande de Gaël de Marseille. Tu choisis. Soit Maracanazo si tu es côté Brésil, soit Maracanazo si tu es côté Non, 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 ça tu le prononces à l'italienne là, mon petit Nicolas. Maracanazo. Ouais, Ah, Maracanazo, vas-y, il va me tuer sur l'accent. Vas-y. Alors, comment on le prononce en uruguayen? non, mais comme tu le prononçais en portugais, Maracanazo, il y a pas de Ouais. Même c'est je ouais. Ok. oui, le Z est pas C'est prononcé, vrai, c'est vrai. Bon, alors, tu le prononces Maracanazo. Voilà, point. Mais pour l'écriture, ouais, c'est dit au Brésil et Z en espagnol. Voilà, mais ça a été l'objet de bien des débats, le titre. On savait pas trop comment l'appeler. On s'est bien pris la tête. C'est le principe de quand on est plusieurs. Hein. À partir du moment où on est trois, il n'y a jamais il y a jamais d'unanimité. Hein. Déjà à deux, ça arrive, on arrive à trouver à trois. Mais au final, c'est plutôt sympa, je trouve, comme cela. Ça s'écrit comment un livre à quatre mains? Comment s'est passée la répartition? J'imagine tu voulais dire Nostromo. C'est deux questions qui se rejoignent avec Rodolphe. Bah justement, on peut peut-être en parler un petit peu. Et Jérôme et Marcelin vous ont dit que ça a beaucoup évolué au fil du temps. Pour ne rien vous cacher, on voulait faire la journée au départ, on voulait faire heure par heure. Chaque chapitre devait être des heures. On s'est aperçu que c'était vite compliqué. On va pas, on va pas se le cacher. C'est devenu trop vite compliqué, surtout au moment du match et de l'après-match. Et au final, on l'a réparti en trois périodes, hein, concrètement, l'avant-match, le match et l'après-match. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, comment ça se répartit? Est-ce que l'un de vous deux veut expliquer ou est-ce que je le fais?
Jérôme, Marcelin, Oh vous bah, voulez y aller? oui, enfin, c'est assez simple, hein, la répartition était quand même assez claire au départ. J'ai plutôt, un domaine de prédilection, Oui. Ah oui, sur les qui est sujets, oui. l'Uruguay et Marcelin a écrit sur le Brésil et après, pareil, on a fait un petit peu des jointures sur certains sujets et cetera. Mais mais la répartition était quand même, sur cette base-là. Marcelin parlant, couramment, voire même mieux le portugais et moi parlant pas trop mal l'espagnol. J'aime bien le pas trop mal. Heu, non, mais c'est ça. Alors le livre aurait pas fait 1000 pages, hein, non plus. Alors si vous voulez tout savoir, le livre fait 239 pages. Voilà, vous avez 239 pages sur le Maracanazo. Je vais me faire engueuler à chaque fois que je le prononce mal. C'est terrible parce que je me fais engueuler à la maison quand je parle anglais parce que j'ai un accent pourri par mes gosses et voilà, je me fais engueuler par Jérôme, parce que j'ai un accent pourri en espagnol. C'est pas Mais possible! je t'ai pas engueulé, mais c'est toi qui reprends à chaque fois tout le monde en plus dès qu'il y a une Ouais, c'est erreur, vrai, enfin. c'est vrai, c'est vrai en plus. C'est vrai, non, mais t'as raison, mais bon. Voilà, et donc en gros, pour vous donner une idée, hein, l'idée c'est que dans la répartition, donc Jérôme vous l'a expliqué, hein, tout ce qui est Brésil, c'est Marcelin. Tout ce qui est Uruguay, c'est Jérôme. Il y a quelques moments où ils se recoupent un petit peu. Et dans la répartition, en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre des moments marquants, des moments de la journée. Et il y a pas mal aussi de flashbacks, hein, pour expliquer comment on en est arrivé là, pour parler de certains joueurs, comment ils sont arrivés là, qui ils sont. Il y a des portraits, il y a des histoires de clubs, parce que voilà, il y a tout un contexte qui est mis en place, tout un contexte historique, tout un contexte footballistique, parce que ça soit le Brésil d'un côté ou l'Uruguay de l'autre, on n'arrive pas avec les mêmes, je ne sais pas si on peut dire dispositions, mais avec les mêmes certitudes, si tant est qu'il puisse y en avoir de l'un et de l'autre. Donc voilà, tout est important sur le décor, hein, qui entoure ces deux sélections. Et donc forcément, dans chaque chapitre, il y a ce qu'il se passe ce 16 juillet, à ce moment-là, et un flashback en rapport avec le thème de ce début de chapitre. Donc voilà à peu près comment se répartit le livre. Trois, je le disais, trois grandes parties, avant, pendant, après, et des chapitres à l'intérieur de ces parties-là, qui vous emmènent un coup côté brésilien, un coup côté uruguayen, vivre la journée et remonter encore plus le temps, parce qu'on est obligé de remonter encore plus le temps pour arriver jusqu'à 1950. Et forcément, sur l'après-match, on ne remonte pas le temps, on va plus loin pour en mesurer aussi les conséquences. Quelles sont les sources utilisées par Jérôme et Marcelin, et comment sont traitées les informations qu'ils ont répertoriées? Qui veut commencer, Marcelin? Oui, alors bah, pour moi, c'est surtout des livres qui ont été écrits en portugais. Donc, il y a une bibliographie à la fin avec tout ce que j'ai utilisé. Et après, bah ouais, c'est en recoupant les différentes sources pour noter ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus proche de ce qui s'est passé. Ouais. Jérôme? Et oui, bah, moi pareil, j'ai fait une sorte de fichier où je reprenais toutes mes sources, les unes après les autres, avec les visionnages, avec les livres, hein, principalement aussi, plutôt en effet en espagnol et malgré tout avec une petite correction par rapport à ce que tu disais où il y a un côté espagnol, un côté portugais. Il y a un personnage que j'aime beaucoup mais qu'on retrouve dans ces 50 premières années du football, qui est un Français pour le coup, qui C'est vrai, intervient, tu as raison. et qui joue un rôle, pas sur le jour de la finale ou si, bah, il joue un petit rôle, mais un petit rôle le jour de la finale, mais qui joue un grand rôle pour arriver là, qui est Jules Rimet quand même, qui est un personnage ambigu, mais qui a une importance quand même une importance clé. Et que l'on voit dans la bande-annonce, c'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'il a un petit rôle, mais il a un rôle, tu l'as dit, c'est clair. Il a un rôle dans beaucoup de choses, hein, par rapport à la présence, à l'importance de la coupe de l'Amérique du Sud dans le football, dans la création de la Coupe du Monde et tout. On va pas revenir là-dessus, mais parce qu'on en a déjà parlé. Et c'est justement cela aussi sur ce livre, ce 16 juillet 1950, par rapport à Rimé. Et tu fais bien de l'évoquer. On sent ça marque aussi la fin d'une époque, hein. Alors pour le coup, c'est marrant parce qu'on est vraiment à mi-siècle, mais ça marque vraiment la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, hein, ce match, finalement. Oui et je vais apporter une correction, pour te corriger à nouveau, deuxième Vas-y, fois, là la vas-y, troisième je mais pour fais-toi quelque plaisir. chose Le qui va te mec faire se venge. mais pour faire quelque chose qui va te faire plaisir, parce que je sais que c'est en plus un sujet qui te tient à cœur, c'est que c'est pas l'Amérique du Sud, c'est les Amériques, c'est Oui, l'Amérique en général. oui, Parce que les États-Unis ont beaucoup participé au développement du football mondial, avaient un football assez développé dès les années 20-30 et quand les Amériques boycottent à la coupe du monde en Italie par exemple, les États-Unis n'y vont pas non plus.
et ils sont de retour là à cette coupe du monde 1950 avec la fameuse performance contre l'Angleterre dont tu as parlé, il me semble, dans un magazine Hello, Ouais, il y a de dans cela le dernier, dans le 21. c'est pour ça que c'est tout frais, voilà. Et donc l'Amérique contre l'Europe, en effet, dans le développement de la coupe du monde. Et Rimé a beaucoup influé sur ça, avec des allers et des retours, parce qu'en effet, la coupe du monde, la première de la FIFA, a lieu en Uruguay en 1930. Après, il y a une sorte de période de boycott où, à part les Brésiliens qui sont déjà très veulent se mettre dans les petits papiers de la FIFA à l'époque, donc ils participent, mais sinon il y a presque pas d'Américains qui participent aux Coupes du monde 34 et 38. Et là, c'est un retour en 1950 parce que la FIFA est un peu obligée de faire jouer une Coupe du monde dans les Amériques, donc comme je le disais, parce qu'ils l'avaient déjà promis. 1938, logiquement, aurait déjà dû jouer en Amérique du Sud. Ouais, et pour rebondir sur le Brésil de Marcelin, et parce que le Brésil était déjà candidat s'il n'y avait pas eu la guerre. Oui, mais l'Argentine était candidate aussi, donc enfin, il y avait une certitude plus ou moins en effet que celle de logiquement 42 au départ devait jouer en Amérique du Sud, heu et au final, c'est le Brésil qui l'a emporté par d'abord une décision en effet de la Confédération sud-américaine de football, qui décide dans sa majorité de voter contre l'Uruguay et l'Argentine et qui décide donc que ce sera le Brésil qui sera le candidat des Amériques, pour héberger la Coupe du monde. Ouais, 200 000 spectateurs officiellement, 173 850, incroyable. Oui, bah c'est une autre époque du Maracana que nous n'avons personne n'a connu ici, hein. Qui fait verser quelques larmes à Marcelin, qui se dit, je suis né trop tard. Mais en même temps, si t'étais à cette époque, t'aurais jamais vu le Brésil gagner, donc. Bon, j'aurais pu attendre un petit peu pour les voir au final quand même. Ça m'aurait pas dérangé dans les années 50. C'est vrai que par rapport à maintenant, c'est un autre football, mais on voit déjà à l'époque toute l'importance qu'avait ce sport dans déjà beaucoup de pays, en particulier au Brésil, avec ce stade qui a été construit pour l'occasion. Ouais, justement, il en est question. Alors, je lis 2-3 messages. Ça doit être tellement passionnant de se plonger dans ce travail de recherche. Avec les sources, les archives et les témoignages, ça doit demander un travail de fourmi. Ouais, mais vous avez deux grandes fourmis là. Parce que, on va pas se mentir, hein, c'est un peu votre kiff, hein, les trucs historiques, hein, les gars. Qui veut y aller? Marcelin. Oui, ouais, Un moi, peu. c'est vrai que c'est ce qui me passionne le plus, même si je suis forcément encore ce qui se passe aujourd'hui. Mais ouais, j'ai beaucoup de livres sur le foot brésilien. Donc, il n'y en a que sur 1950, mais aussi il y a toutes les biographies de joueurs qui ont participé à ce match. Enfin, il y a toujours des livres qui peuvent parler de 1950. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à étudier, mais ouais, je trouve ça passionnant. Ouais. Ouais. Et Jérôme, pareil, hein, je sais que tu aimes bien te plonger dans les archives de l'auto aussi, par exemple. Oui, parce que je trouve ça incroyablement je suis en plein dedans. En plus, en ce moment, tu sais pas à quel point ce que tu dis est correct. J'y passe mes journées en ce moment et parce qu'on se rend compte, au final, à quel point c'était déjà moderne, en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance, comme on je pense par mes connaissances, mais il y a cette tendance à dire: «Ouais, mais à l'époque, ils jouaient à 2 à l'heure, c'était des plombs, ouais, c'était pas professionnel», et tout ça est faux. C'était déjà, complètement des grands professionnels à l'époque. Ça jouait déjà bien, ça jouait déjà vite, ça ne jouait pas en 2-3-5 avec une ligne de 5 en attaque, c'est plus complexe que ça. Hem, c'est incroyablement moderne, donc c'est bien de le redécouvrir et de le remettre en avant, quoi, de connaître un peu l'histoire du football, quoi, c'est tout simplement, juste ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment replonger dans des époques et c'est un peu l'objectif, hein, aussi de ce genre de livre. J'espère qu'on y arrive. Vous nous direz quand vous l'aurez lu, mais bon, c'est aussi l'idée, hein, c'est vraiment de replonger pour mesurer tout cela. Est-ce que ce n'était pas la défaite nécessaire pour le Brésil pour qu'ils connaissent des victoires par la suite? Ah, ça, c'est la grande question, hein, n'est-ce pas, Marcelin? C'est la grande question, ça. Est-ce que s'ils avaient gagné 50, ils auraient gagné ensuite? Ah, elle est Bah, bonne, la question, là. on, On pourra pas savoir. on peut pas le savoir. Ouais. Est-ce qu'il y a une remise en cause? Je sais pas. Est-ce que oui, en 1950, on aurait eu Pelé ou pas? Je, je pense ils auraient pu gagner quand même, mais bon, on ne saura pas. Ouais, c'est toujours difficile. Ça devait vrombir et des mètres cubes de larmes. Alors, on va pas trop spoiler, mais il y a pas forcément que des larmes, hein, à la fin du match. Vous le verrez dans le livre.
il y a des passages qu'on n'a pas l'habitude enfin voilà, dont on ne savait pas. On a tous en tête l'image d'un stade qui pleure, ultra silencieux. C'est pas forcément entièrement le cas, hein, n'est-ce pas, Jérôme, hein, à la fin? Il y a un côté, comment dirais-je, le public est sonné, mais il reprend ses esprits, un peu. Oui, et puis il y a beaucoup de joueurs uruguayens, à l'image de Giglia, qui disent, «Bon, bah, on a gagné le match, on est champion du monde, ils avaient qu'à pas nous prendre de haut et puis voilà, on fait la fête, quoi». Enfin, donc il y a même chez les Uruguayens, il y en a beaucoup qui font la fête évidemment, et puis dans les tribunes, il y a ce côté, très sportif par rapport en comparaison à ce qui se passe, par exemple, pour les Uruguay-Argentine, il y a eu beaucoup de respect et ça reste dans les commentaires des joueurs, bien après de dire, «Mais c'est incroyable parce que ils étaient perdus, ils étaient sonnés évidemment, puis à la fin on a fait enfin quand on a fait notre tour d'honneur, on a quand même été applaudis comme des champions». Quand au départ la fédération interdit un peu aux joueurs de sortir dans Rio par peur du danger le soir, et puis au final, Varela sort et tout le monde lui paye les coups, ce qui fait qu'il est forcément extrêmement content puisque c'était à moitié un alcoolique, hein, Varela. Et enfin voilà, donc c'est plutôt des je suis rentré, j'ai poussé trop loin. Il a fait une cour de désintox, donc on peut le dire qu'il avait un petit problème quand même avec la Ah, on boisson. peut dire qu'il avait un petit problème. Il en est question dans le livre, et c'est aussi cela qui est intéressant. Je te coupe 2 secondes là-dessus, mais justement, j'ai parlé de légendes et de mythes. Il y a la légende et le mythe autour du grand capitaine Varela. On peut dire qu'il y a quelques pondérations à faire, hein. Même pas, non, je suis pas d'accord. Tu vois, sur le côté de l'image, le grand général, droit dans ses bottes, qui guide le peuple, bon, Oui, mais ça, pas c'est à quand on 100% non plus quand même, ça reste un homme. je suis d'accord avec toi, ça c'est un homme. Mais alors ça, je si quelqu'un en doutait, c'est problématique. Mais Non, mais tu vois ce que je veux dire? c'est pour ça que c'est pour ça que c'est formidable, et ça n'empêche pas tout le respect et toute la Ah, considération complètement. qu'on doit avoir pour lui. Ou du moins, c'est vraiment pas dans ce sens-là que j'ai pu écrire tout ce qu'il y a d'indiqué sur lui dans le livre. C'est qu'en effet, c'était un joueur qui était très complexe, qui aimait, qui se défendait beaucoup, mais qui se défendait lui-même, qui avait des problèmes de comportement parfois, qui a une attitude avant la coupe du monde qui est quand même très étrange, et même après qui dit tout et son contraire, hein. C'est incroyable, ça fait partie des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des réactions très sérieuses, qui disent un peu toujours la même chose à chaque fois, et Varela, à chaque interview, dit, le tout et son contraire, quoi, sur la finale de 1950. Et mais ça reste, ça reste un joueur avant tout. En fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ça reste un joueur extraordinaire. Et je pense, alors on va parler un tout petit peu de ça, justement, bah, c'est valable aussi pour toi, Marcelin. Tu dis à l'instant, Varela, ça reste un joueur et ça reste un formidable joueur. Et il y a quand même un paquet de formidables joueurs sur le terrain. C'est quelque chose qu'on a tendance à, tu vois, à oublier dans la réécriture de l'histoire. Il y a d'un côté, et c'est aussi un complexe, hein, le fameux complexe du chien bâtard qui est né au Brésil là-dessus, avec un rejet, entre guillemets, de pas mal de ces joueurs-là. Que ça soit côté brésilien ou côté uruguayen, on en parlera avec toi, Jérôme, après. Je vais lancer Marcelin là-dessus. Il y a quand même un paquet de sacrés joueurs dans les deux équipes. Ouais, l'équipe, bah, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire le livre, parce qu'on parle souvent des mêmes choses, on parle du traumatisme d'après-match, mais oui, on oublie le niveau des joueurs qu'il y avait. Et forcément, si ces joueurs avaient gagné ce match-là, ils ont une autre place, donc même dans le foot brésilien. Le Brésil fait la même chose avec ses joueurs, mais bah, il y a Zizinho qui est aussi un chapitre à part, forcément, qui est la grande star de l'équipe. Et après, je pense à Ademir, par exemple. Ademir, ça a été le plus grand buteur de sa génération, mais il serait au niveau d'un Leonidas ou après d'un Tostao, par exemple, ou enfin des vraiment le top au Brésil. Et c'est vrai que ça s'est joué sur ces 90 minutes-là et ça a complètement changé leur histoire. Même Barbosa, par exemple, où bah, pareil, on parle de Barbosa juste pour le 16 juillet 50, alors que s'il avait gagné, ça serait, je pense, peut-être bah, après maintenant c'est un peu vieux, mais peut-être le plus grand gardien brésilien de l'histoire. Je pense qu'il est au niveau de. Mais après, bon, forcément, on l'a pas vu jouer, mais il y a des écrits de Hmm. journalistes ou de témoignages qui parlent de lui au Vasco, et je pense qu'il était à un niveau supérieur à Gilmar ou Tafarel, qui seraient peut-être les noms qu'on retiendrait aujourd'hui. Donc c'est vrai que le 16 juillet a beaucoup pesé dans leur carrière et même leur vie. Ouais.
Ouais, et dans la façon dont on traite leur sujet, je reviendrai avec toi derrière sur un joueur en particulier, mais c'est pareil côté Uruguay, Jérôme. En plus, le temps, en plus de réécrire l'histoire, et tu sais sur quoi je vais te lancer, je pense, a tendance à aussi changer la façon dont on décrit l'Uruguay, hein, que l'on résume à sa garra charrua, que l'on résume à sa combativité, à son côté rustre, machin. Cette équipe uruguayenne qui arrive en 50 est la digne héritière de l'Hérécup d'Uruguay de la première moitié de siècle. C'est une équipe qui joue remarquablement bien au football avec de remarquables joueurs de football. Ah oui, et puis, vraiment des choses, qu'on a peut-être oubliées par la suite en Uruguay, mais un milieu de terrain, extraordinaire, des vrais des stars à l'époque. Et c'est l'un des points d'ailleurs à chaque fois qui me peinait quand on lit les réactions de Giglia, qui est le dernier survivant, hein, qui pour le coup il est mort en 2015 ou 2016. Il est mort un 16 juillet d'ailleurs, le jour anniversaire de la finale. Mais à chaque fois il disait, «Ah si je jouais au football aujourd'hui, je serais le Messi de mon temps, quoi». Et c'est un côté un peu pathétique parce que bon, on le sait pas évidemment, et il dit ça aussi un petit peu parce qu'il est dans sa pauvre maison un peu tout seul, et qui, après son accident de voiture, il était sans le sou, quoi, donc enfin c'est un côté terrible, de l'entendre dire ça. Mais on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un petit peu de ça quand même, quoi, que c'était des très grands joueurs de leur temps, et qu'on parle toujours aujourd'hui il y a cette mode de dire le plus grand joueur de tous les temps, ce Mmh, qui est stupide parce que sur les, 140 années d'histoire du football, schématiquement, c'est ça. il y en a les premiers 70 années, on en a peu de traces, plus personne ne s'en souvient, plus personne ne l'a étudié, et quand je dis les premières 70, c'est plutôt les premiers 90 ou que 100 premières années, quoi, du football. Donc ça n'a aucun sens de dire le plus grand de l'histoire. Surtout, enfin, voilà, on peut pas comparer. Non, c'est ça, c'est ça. C'était mais ça n'empêche qu'à l'époque, en effet, je suis presque plus d'accord au final, avec Gilliat, c'était les Messi de leur temps, quoi, ouais. Ouais, ouais, voilà, c'était les meilleurs de leur époque, sans aucun doute. Et vous verrez, hein, vous découvrirez. Alors, est-ce que le livre, en quelque sorte, l'équivalent de 22 juin, dans le sens où il rétablit la vérité historique? Alors, la vérité historique, tu sais, c'est toujours compliqué de parler de vérité historique. Je vais pas faire mon scientifique 2 secondes, mais Oh les malheureux! non, mais bon, la notion de vérité en science, elle est relative quand même, elle n'existe pas, hein. Donc voilà, mais en tout cas, je sais pas s'il y a un côté. Parce que ça fait un peu aussi prétentieux et vaniteux de dire on réhabilite certaines choses. C'est pas le cas. On remet les choses dans le contexte, on réexplique comment ça fonctionnait à l'époque, on réexplique comment ils étaient arrivés là, qui ils étaient, d'où ils venaient, et on explique aussi ce qu'ils sont devenus ensuite, hein, dans le livre, c'est expliqué. Vous nous expliquez, Marcelin et Jérôme, ce que les joueurs, enfin voilà, hein, leur carrière avant, pendant, après, les clubs dans lesquels ils étaient. Donc en fait, ça remet tout dans le contexte de l'époque pour qu'on comprenne bien ce qui se jouait aussi ce jour-là sur le plan footballistique. Il y avait des choses qui se jouaient en dehors du football, en particulier, et ça c'est plutôt pour Marcelin, du côté du Brésil, parce que, alors c'est pareil, hein, je ne vais pas lancer Jérôme là-dessus, parce que si je lance sur la géopolitique du foot, on fait 4 heures, et il finit par insulter tout le monde. Mais, mais il y a une dimension politique donnée par les gouvernants brésiliens en particulier à ce match qui est ultra présente autour de cette finale et autour de cette épreuve, hein. À commencer par le stade d'ailleurs. Oui, c'est vraiment, ouais, très présent, avant la coupe du monde, pendant la coupe du monde, dans les discours. C'est vrai que, enfin les discours, ils sont assez hallucinants des fois quand on voit C'est une ce folie, qui hein. est Il y a dit. des exemples, les discours, c'est n'importe quoi. Et oui, c'était surtout, ouais, eux qui, pensaient que le Brésil allait gagner. Maintenant, quand on fait le récit, on a l'impression que ce sont les joueurs qui sont entrés sur le terrain en étant sûrs qu'ils allaient gagner. Finalement, on voit que c'est pas tellement le cas. Même le sélectionneur, il essaye de calmer un petit peu, mais c'est vraiment plus les supporters. Mais bon, ça, c'est compréhensible. Et les politiques qui ont mis une pression sur les joueurs, avant le match qui est incroyable. Ouais. Et bon, il y a pas trop de pression politique, hein, côté Uruguay, par contre. Jérôme, on est d'accord, hein, c'est plutôt tranquille, hein. Non, mais un gros conflit au niveau des clubs et de la Oui, fédération quand même qui est on en expliqué. sort. On en sort, mais le délégué de Peñarol dit, quelques semaines, avant qu'il parte, «Très bien, mais on n'est pas responsable de ce qui va se passer au Brésil, C'est quoi». vrai, Il a c'est l'air vrai. de dire, «Vous allez échouer et ce sera pas de notre faute, quoi». Quand le plus Et j'allais dire limite, quand le on plus sera bien grand content si vous échouez.
Voilà, c'est ça, et j'allais dire quand le délégué du plus grand club du pays dit ça, ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance, heu, mais ça c'est blague à part, mais donc il y a des conflits qui sont plus dans le football, Ouais, un peu moins politiques c'est puisque ça. l'Uruguay est un petit pays et un peu toute la politique était représentée, mais de droite ou de gauche, donc c'était compliqué le pré enfin il y a pas vraiment il y a pas vraiment de conflit, il y a pas vraiment, des d'idées de faire le pays, d'un grand pays ou quoi que ce soit. Ça reste, l'Uruguay, leur objectif, a été toujours comme un peu, déjà, dans les années 30, c'était de pouvoir placer l'Uruguay sur une carte du monde, quoi, ce qui est quand Ouais. même déjà plus modeste. Avec aussi la volonté, parce que, peut-être un petit peu à la différence de 30, quoique non, de confirmer qu'on est quand même la nation qui domine le football de la première moitié de siècle. Ah mais ils y vont alors eux, Ils dans y vont leur pour tête, ça. ils y vont en favoris Ouais. et c'est les seuls à le penser, je pense. Mais Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Je te coupe 2 secondes, après tu vas pouvoir y aller, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit très bien dans le livre. Quand il y a tout le passage de l'avant-match et tous les flashbacks, eux sont persuadés qu'ils vont la gagner cette coupe du monde. oui et parce qu'ils ont déjà joué le Brésil, parce que c'est Ouais. des pays qui quand même se connaissent relativement bien, même s'il y a eu des périodes de pause, même si les derniers affrontements, enfin même si la dernière Copa América, c'était une équipe amateur parce qu'il y avait des luttes dans le football et cetera. Mais en effet, c'est des pays qui se connaissent bien et c'est ce que l'entraîneur dit, c'est-à-dire qu'à la limite, l'Angleterre, l'Italie leur fait peur parce qu'ils ne les voient pas jouer et c'est une époque où il y a plus d'échanges dans le football mondial. Les pays ne se voient plus jouer. Dans les années 10, les clubs anglais vont faire des tournées en Amérique du Sud. Les clubs hongrois vont faire des tournées en Amérique du Sud, dans les années 20. Donc ils voient le football européen. Les années 50, ça sort un petit peu de 15 à 20 ans, quelque chose comme ça, où le football où il y a une vraie division entre le football des Amériques et le football européen. Ce qui compose le football mondial à l'époque, hein. Je suis Mmh. désolé pour Ouais, non, c'est les clair. autres, pour tout un tas de raisons, qui ne composent pas, mais ces 2 footballs-là ne se parlent plus et c'est la première occasion, de se rencontrer et les Uruguayens se disent: «Ils peuvent gagner contre le Brésil», ils savent pas comment ils vont jouer contre les autres, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à aborder aussi le match contre la Suède où ils font un mauvais résultat qui est un match nul ou le match contre l'Espagne. Ouais et bah, justement, vous verrez dans le livre, hein, pour continuer, vous verrez qu'il y a quand même. Et que par rapport à ce que disait Jérôme sur le côté, on dit que maintenant, on essaye de comparer les époques, vous verrez que la dimension tactique est très, très présente, dans ce match. Si on se concentre sur l'aspect footballistique, pur de cette finale, il y a un aspect tactique très prononcé avec des plans, mis en place très, très, clairs de part et d'autre, hein, parce que ça soit côté brésilien, il y a, une je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu révolutionnaire à ce moment-là, côté brésilien, la façon dont ils évoluent, Marcelin? Pour l'époque, pour le Brésil? Oui, un petit peu, ouais, sur l'utilisation d'Ademir, par exemple. Après, c'est vrai que tactiquement, ça a beaucoup évolué. C'est peut-être parfois plus difficile de savoir vraiment comment Ouais. ça jouait. Mais ouais, c'était une équipe assez incroyable et bah, qui était déjà beaucoup portée vers l'avant et avec des petits déséquilibres derrière, par contre. Ouais, ouais, il y avait la notion de déséquilibre. Il y avait ce qui est marrant, c'est qu'il y a déjà l'identité du Brésil, hein. C'est fort devant, c'est fébrile. Ça peut être fébrile derrière, mais il y a aussi cette volonté, hein, pour faire un petit parallèle, une petite parenthèse tactique, il y a cette volonté d'aller chercher le déséquilibre chez l'adversaire, dans la façon dont ils sont organisés. Et l'Uruguay, lui, a son plan aussi. Donc voilà, vous verrez qu'il y a quand même. Voilà, c'est aussi par rapport à ce que disait Jérôme tout à l'heure, ça reste un football professionnel. Voilà, n'oubliez pas. On a beau être en 1950, c'est un football très professionnel, donc préparé, avec des joueurs préparés, avec des matchs préparés, des adversaires connus, et c'est ce que disait Jérôme. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, on ne connaît pas ce qui n'est pas sud-américain, concrètement, puisqu'on les croise jamais, et le danger est là. Ça, vous le verrez. Est-ce qu'il y a des réactions des supporters? Dans quel sens, Rodolphe? Pour avoir les témoignages des supporters, c'est compliqué, parce que, voilà, c'était il y a 73 ans, donc voilà, mais après, il y a sur l'après-match, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de descriptions de ce qui se passe après, hein, notamment côté brésilien, où il y a quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marcelin, il y a beaucoup d'écrits, donc il y a quand même pas mal de, comment dirais-je, tu le dis dans le livre, hein, il y a tout un vocabulaire de la mort qui va suivre le match. Dans les écrits, il y a beaucoup d'écrits qui relatent la fin et l'après-match, les rues et l'ambiance générale, hein.
Ouais, c'est là où il faut faire la part des choses justement entre, les témoignages, directs, des joueurs ou les journaux de l'époque qui vont être, neutres et puis après des écrivains, même plus, finalement que des journalistes. Bah, surtout par exemple les 2 frères Mario Filho et Ouais. Nelson Rodriguez qui, voilà, le match était du théâtre pour eux et donc, il y a Ah, il le tu peux transforme en pièce de rajouter théâtre, une hein, façon, complètement. voilà, de l'écrire, et après c'était beaucoup repris. Il y a aussi ce que Mario Filho écrit et après un petit peu l'analyse ou la lecture qui peut en être faite par d'autres et du coup, il y a un petit décalage parfois avec, ce qui s'est, réellement passé. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup écrit sur ce match-là, ouais, mais ouais, Nelson Rodriguez et Mario Filho et après, bah, c'est justement dans l'après où on voit que ça dure encore très longtemps, où le Maracanazo revient dans les écrits, surtout avant le sac de 58, mais même encore après, il y a toujours des références à ce match par ces écrivains. Ouais, Red le Rouge nous disait tout à l'heure, l'après-match dure plusieurs années puisqu'on en parle encore juste maintenant. Ouais, oui, la preuve. On en parle encore maintenant, mais vous allez voir et c'est important ce que tu dis et justement, j'allais vous lancer là-dessus les gars, sur une dernière question là, à ce sujet-là, sur, l'ensemble du livre. Voilà, en essayant de prendre un peu de recul, même si on n'a pas encore, complètement le recul. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué autour de ce match? Que ça soit l'histoire d'un joueur, enfin, Marcelin, je pense que je vois qui par rapport à un joueur, parce que c'est carrément, la dédicace. Parce que c'est vrai que c'est absolument terrible et c'est quelqu'un pour le coup, je vais pas dire qu'il est, je sais pas quel terme utiliser autre que réhabilité, mais son histoire est réécrite, voilà. Enfin, son histoire est racontée surtout, pas réécrite, elle est racontée. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui vous marque le plus autour de ce match? Marcelin, je vais te lancer là-dessus et après on ira voir Jérôme. Bah, du coup, ouais, moi, donc c'est un joueur en particulier, c'est Bigode, puisque bah, quand on parle de l'après Maracana, de l'injustice qui a été commise envers les joueurs, on parle d'un joueur surtout, enfin tout le temps même, c'est Barbosa. Et bah, il faut encore parler de l'histoire de Barbosa, comme j'ai dit, c'était un des plus grands gardiens brésiliens de tous les temps. Et ce qu'il a vécu, c'est injuste aussi. Mais Bigode, c'est un nom on connaît pas dans l'histoire de ce match, alors qu'il a vécu ouais, la même chose, voire pire. Donc, ouais, c'est que j'avais envie de raconter cette histoire. Et ouais, je pense que c'est la chose la plus marquante. Il y a vraiment des phrases ou des moments qui sont assez hallucinants. Parce qu'au final, c'est qu'un match de foot. Et ça a beaucoup dépassé ce cadre des 90 minutes. Ouais, l'histoire de Bigode, elle est terrible et justement, elle vous est racontée parce que, bah, vous verrez que, comme l'écrit Marcelin à un moment dans le livre, Bigode, il est pas critiqué, il est pas rendu responsable, il est juste effacé, tout simplement, de l'histoire. Il est effacé de l'histoire, pas entièrement sur le match, mais son après-carrière, enfin, il n'existe pas aujourd'hui et tu parlais de Barbosa, hein, il me semble qu'on en a parlé encore à la télé, on en a parlé en off juste avant, mais voilà, on parle de Barbosa, mais pas de Bigode. Jérôme, de ton côté, qu'est-ce qui t'a le plus frappé voilà, une fois que tu as écrit et avec un petit pas de recul, qu'est-ce qui te frappe véritablement sur ce match, l'avant, le pendant ou l'après, hein? Beh, moi, l'un des points pour lequel, je vais te donner 2 réponses, je suis désolé, Ah, il y a pas de souci. heu, Tu as le droit, tu as le droit. le point pour lequel j'ai écrit ça, c'est pour renoter, en effet, l'Uruguay est un petit pays qui dépasse peu ses «frontières» entre guillemets, ce qui fait qu'on a tendance à retenir l'histoire par le Brésil, et ce qui fait c'est un peu c'est pour ça qu'on discutait, on a eu plusieurs fois le débat sur Maracanazo, un terme que j'utilise peu dans le livre, mais que Marcelin utilise beaucoup, parce que le maracanazo, c'est quoi? C'est la défaite du Brésil et le pourquoi moi, enfin, je me suis aussi lancé dans l'aventure, c'était pour expliquer très bien, je comprends bien, à la limite, il y a pas de souci, mais à l'époque, c'est la victoire de l'Uruguay, aussi ou surtout pour, l'Uruguay évidemment et puis aussi pour le reste du monde. Enfin voilà, c'est une victoire en coupe du monde, il y a pas qui vient après une série d'autres victoires, donc il y a une certaine logique. Ça, c'était pourquoi j'ai écrit. Ce que j'ai le plus découvert dans le livre, à la limite, ce qui est d'assez rigolo et ouais, qui est peut-être aussi une passion propre, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est sur l'organisation de que ce soit des éliminatoires, de la coupe du monde, tout ça, où c'est assez, ça c'est rigolo et ce qu'il y a de rigolo ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est presque là où on voit le plus l'amateurisme, puisqu'il y a des éliminatoires qui sont créés dans la zone M sud, qui sont jamais joués, qui doivent jouer 2 mois avant, finalement, ils parlent par téléopérateur, par, radio, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se donner rendez-vous à 23 heures dans des radio opérateurs où ils échangent avec l'Équateur, par,
par communication radio où chacun transmet à un poste à 500 km de là jusqu'à ce que ça arrive en Équateur et la réponse prend 10 minutes évidemment pour revenir comme s'il parlait avec les astronautes, de la mission Apollo derrière la Lune. Hem, tout ça sont des choses qui, en effet, sont aussi intéressantes et qu'on connaît pas aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne parle de la phase éliminatoire, personne ne parle de l'organisation, du fait que la France a été invitée, par exemple, pour venir participer, mais pas les autres pays sud-américains qui auraient pu venir participer parce qu'eux, ils étaient déjà là. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes aussi et qui sont dans le livre. Ouais, exactement. Il y a tout un voilà, vous verrez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport au contexte, au décor, à l'atmosphère autour de ce match, à tout ce qui a contribué à ce match et voilà, vous allez replonger dans une époque tout simplement, découvrir et redécouvrir, certains éléments de cette finale et heu, c'est vrai qu'il y a une réécriture, aujourd'hui, hein, Jérôme fait bien de le dire, hein, l'Uruguay a gagné et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la notion du drame du Brésil, sur ce qui sous-entendrait que le Brésil était favori de sa coupe du monde, ce qui est pour les Brésiliens, oui, mais bon, voilà, vous découvrirez, il y a des choses, voilà, où ils en étaient, plus ou moins persuadés. Enfin, je sais pas s'ils en étaient tous persuadés ou si c'était plutôt une pression supplémentaire, mais voilà, l'Uruguay était la meilleure équipe du monde à ce moment-là, en tout cas des Amériques, si tant est qu'elle n'ait pas trop croisé l'Europe. Mais voilà, il faut repréciser que le favori sur cette finale, normalement, footballistiquement parlant, quels que soient les résultats que vous avez vus autour de la compétition, c'était l'Uruguay. Et donc voilà, il y a cela, il y a aussi Avec cette des. spécificité que le Brésil jouait à domicile, ce qui comptait Ce énormément à qui. l'époque, ce qui Voilà, fait c'est que ça. voilà, Ce le qui, ce Brésil qui pouvait est. quand même être considéré comme favori. Disons que c'était un match ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée que le Brésil était déjà champion avant. Et c'est assez rigolo parce que ça se répand vraiment dans le monde. C'est-à-dire, quand je dis dans le monde, c'est dans le même dans le journal Le Monde, quand on va dans les archives, on voit qu'ils disent: «Bon, bah, le Brésil sera sacré dimanche prochain, contre l'Uruguay». Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement accepté alors qu'en fait, le principe, c'est que le match était ouvert, qu'ils devaient jouer, c'est 90 minutes et ils se donnent rendez-vous sur le terrain et ça s'est pas joué à la violence non plus. C'est Non. un autre, cliché qui peut être répandu, voilà, c'est que les Uruguayens ont été super violents. Ils font, 3 ou 6 fautes dans le match, je sais plus, mais un nombre très faible. Il y a pas d'acte où les Brésiliens disent derrière: «C'est un scandale» non plus, voilà. Il y a aucune baston, si vous voulez savoir, dans le Non, match. il y a une petite baffe, mais on n'est pas sûr que ce soit une baffe. On n'est pas sûr. On vous laisse découvrir l'histoire de la baffe parce que vous allez voir, et c'est aussi en cela que c'est intéressant, hein, que la lecture du livre est intéressante, indépendamment de l'histoire aussi, c'est dans la façon dont l'histoire est traitée a posteriori et justement comment on la réécrit, on la refaçonne pour, Marcelin disait, hein, les deux frères qui ont quand même pas mal fait de ce match une pièce de théâtre, on doit dire les choses clairement, et donc ils l'ont scénarisé, cette finale, et donc ils n'ont pas hésité non plus à réécrire des passages qui ne se sont pas véritablement passés. Alors c'est assez rigolo, vous verrez que les joueurs au début disent bah non, et puis à un moment si ah oui ça s'est peut-être passé comme ça, et puis en fait non ça s'est pas forcément. Enfin vous verrez, il y a 75 versions, enfin 75 j'exagère, il y a plusieurs versions de certains événements, les perceptions évoluent en fonction du temps. Et en fonction de ce que les gens ont envie d'entendre aussi parfois. Mais c'est en cela que c'est intéressant. Voilà, ça s'appelle Maracanazo. Vous pouvez le précommander. Ça se passe chez nous, uniquement sur notre site, uniquement sur la partie boutique de Lucarne Opposé. J'ai mis le lien dans le chat tout à l'heure. Je pense qu'il est dans les 3 chats, hein, je l'ai mis, donc vous pouvez les retrouver et cliquer dessus. N'hésitez pas à précommander parce que ce sont des précommandes. Le livre sortira début décembre, le 11 décembre. J'ai trouvé ça rigolo de faire ça le 11, 12, 23. Voilà. 11 plus 12, 23. Je suis allé très très loin pour chercher la date. Merci. M'envoyez pas, les gars. On fait ce qu'on peut à mon âge. Mais bon, c'est comme ça. Bref, voilà. Mais vous pouvez le précommander. C'est important pour nous, hein, de savoir au niveau des précommandes parce que notre modèle fonctionne comme cela. On a besoin de ces précommandes-là justement pour lancer les impressions. J'ai eu une alerte qui est passée, je ne sais pas pourquoi. Max Lar qui prend un abonnement. Merci à toi. Pas toujours l'occasion de vous voir en live. Merci 1000 fois pour votre taf toujours incroyable. L'édition spéciale Afrique et Cannes la semaine passée m'a donné envie de vivre ça avec un sac à dos en Côte d'Ivoire. Bah écoute, vas-y, n'hésite pas, fonce. Voilà, mais en tout cas, merci pour l'abonnement. Et donc voilà, je le disais,
Ça se passe que chez nous, vous ne le trouverez pas en librairie parce que notre modèle, c'est que chez nous. On travaille avec un petit imprimeur à côté de chez moi. On fait tout nous-mêmes. On se débrouille là, on s'est débrouillé à trois sur le livre. Vous avez, voilà. Et on a besoin de ces précommandes-là justement pour vous pouvoir ensuite lancer les impressions. Donc, si ça s'il vous intéresse, si vous avez envie de vous l'offrir, n'attendez pas forcément le dernier moment. Faites-le sur les précommandes. Ça nous aide, nous aussi, à pouvoir justement préparer tout cela. Le lien a été passé dans le chat, je le mettrai dans la description sur les différents replays. Il est déjà présent sur Twitter. Il sera partagé un petit peu partout sur les réseaux et on va en parler un petit peu de manière régulière sur nos différents réseaux parce que ces précommandes sont importantes. Donc n'hésitez pas non plus à partager, à faire tourner l'information, comme on dit, et puis à plonger pour les fêtes dans ce livre remonté en 1950. C'est un beau cadeau pour les fêtes, les gars, on est d'accord? Marcelin? Ouais, Bah, c'était le but, ouais, de le bah ouais, sortir aussi un peu avant Noël. C'est vrai que ça peut faire un cadeau sympa. exactement. On est d'accord, hein, Jérôme? On valide? Oui, évidemment, mais même un cadeau à soi-même, enfin, je pense surtout parce que c'est très bien. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous voyez que Non, non, Jérôme est notre responsable commercial, hein. voilà, si vous voulez de la pub, c'est très bien. Mais non, j'arrive sur le live, je vois Marcelin, un nouveau livre, c'est pas possible. Eh oui, Figo, Marcelin, avec Jérôme, ils sont tous les deux sur ce livre, sur le 16 juillet 1950. Voilà, n'hésitez pas. Foncez le précommander, c'est important pour nous de savoir au niveau des précommandes. Vous avez à peu près un mois pour le précommander, donc vous avez aussi un peu le temps pour le faire. Mais voilà, c'est important pour nous pour pouvoir ensuite lancer véritablement les impressions et tout, et faire la suite. N'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous en avez envie. Ah, merci Gaël. C'est précommandé, nous dit Gaël. Merci à toi. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est présent sur les réseaux. Venez plutôt sur Discord si vous voulez chauffer le Jérôme. Parce que il a coupé de la jungle feu Twitter devenu X. On se demande pourquoi c'est devenu X d'ailleurs. Mais c'est un autre débat. N'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas donc à faire tourner l'information. Voilà, c'est le nouveau livre, le 5e. Je peux vous montrer les précédents. Je peux vous les montrer. Je les ai là. Incroyable. Pour une fois que je les ai à côté de moi. Ça avait commencé avec ça de Monsieur Marcelin. Et je vais montrer les deux du Marcelinho. Comme ça sera fait. Voilà. Et quand on vous dit qu'il kiffe l'histoire, le premier avola. Jérôme, tout à l'heure, tu refusais le titre d'historien. À votre manière, vous en êtes. Je suis désolé, mais à votre manière, c'est un travail d'historien. Tu vas me dire, j'ai pas les diplômes, j'ai pas le blabla, mais c'est un travail d'historien quand même. Ensuite, il y avait celui-là. Tu Je te as laisse même passé pas répondre. tu passé beaucoup trop de temps à corriger mes fautes d'orthographe pour, que je puisse, Alors, venant du milieu universitaire, je peux t'assurer que l'orthographe n'est pas un gage de valeur scientifique. Voilà. voilà. Sachez que j'avais voulu faire plein de figures de style en commençant mes chapitres par des conjonctions de coordination qui ont été coupées au montage. C'est scandaleux. Voilà, vous saurez qu'il y a eu des coupures au montage. Voilà. Les compétences sont plus importantes que les diplômes, nous dit Nostromo. Ouais, bon après, si tu veux travailler dans ce milieu-là, vaut mieux les diplômes aussi quand même. J'ai le Garincha, quel plaisir. J'ai bien kiffé. J'aurais kiffé avoir sa vie, nous dit Max Lar. Est-ce que je peux émettre un doute? Parce que la fin de vie, elle est compliquée quand même. Une Faut partie de aimer la vie, pourquoi pas, mais la faut aimer les fin. chèvres, faut aimer les chèvres. On parlait de légendes et de mythes. Voilà, on va terminer là-dessus. Je le disais, vous avez vu les deux, vous avez vu les 11 Caminos, vous avez vu le 22 juin. J'avais vu une question, justement, je l'ai posée sur cela. Voilà, et maintenant, vous allez donc avoir Maracanasso. Vous avez un mois pour le précommander.